C'est donc l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens qui se font ce matin et hier soir également l'écho de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale, une réunion qui s'est tenue donc hier soir à Jérusalem et qui a été consacrée à la situation dans la bande de Gaza, après la rupture entre le Qatar et les autres pays du Golfe. Le chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, ainsi que le chef des renseignements militaires, Herzi Halevi, ont fait un rapport sur la situation dans la bande de Gaza au ministre. Les généraux ont estimé qu'en dépit de ces risques d'isolement et de ces difficultés financières, eh bien, le Hamas ne souhaitait pas pour l'instant provoquer de nouvelles confrontations avec l'État d'Israël. Toutefois, il fallait, selon les généraux, tenir compte des risques qu'un nouveau round de confrontation se déclenche par erreur, ont-ils dit, à la suite de mauvaises estimations. Au cours de cette réunion, le ministre des Renseignements et des Transports, Israël Katz, a présenté au ministre son plan de création d'une île artificielle au bord devant le littoral de la bande de Gaza, un programme présenté à Donald Trump et qui a été accueilli favorablement par les Américains. Et puis, selon le Haaretz, c'était un titre important, au cours de cette réunion, le cabinet restreint a décidé apparemment de donner suite à la requête de Mahmoud Abbas de réduire l'acheminement d'électricité dans la bande de Gaza. Les généraux avaient en effet indiqué qu'il serait bon d'agir conformément aux demandes du raïs palestinien, même si cela pouvait donc faire grimper la tension dans la bande de Gaza, dans cette constellation un peu particulière. Cette recommandation qui a été appuyée par le général Yoav Mordechai, qui est coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires, a suscité le mécontentement du ministre de l'Énergie Yuval Steinitz, qui a reproché au général Mordechai, je cite, de travailler pour le compte de Mahmoud Abbas. Hier, en Conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a déclaré que l'UNRWA immortalisait le problème des réfugiés palestiniens. C'est un titre que l'on trouve en page 3 du Israël Hayom de ce matin. Selon le Premier ministre, il faut démanteler l'UNRWA et l'intégrer dans l'instance suprême des réfugiés de l'ONU. Le Israël Hayom indique qu'après la découverte d'un tunnel du Hamas partant d'une école de l'UNRWA, Israël a porté plainte contre le Hamas et devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis ce matin, une révélation du Haaretz qui fait la manchette du journal. L'an dernier, Binyamin Netanyahou et Yitzhak Herzog se seraient entretenus au Caire avec le président égyptien Al-Sisi dans le plus grand secret. La visite se serait déroulée dans le cadre des efforts entrepris par les deux leaders israéliens, c'est-à-dire Herzog et Netanyahou, en vue de former un gouvernement d'union nationale. Al-Sisi aurait fait pression sur eux afin qu'ils prennent, je cite, les mesures en vue de relancer les pourparlers de paix. Mais finalement, cette initiative n'avait pas abouti. Et Binyamin Netanyahou avait alors fait entrer Avigdor Lieberman au sein de son gouvernement au poste de ministre de la Défense nationale pour consolider sa coalition gouvernementale. En exclusivité, le Israël Hayom, qui a ses entrées, on le sait, à la Maison-Blanche, affirme ce matin en manchette du journal que des éléments tant israéliens que palestiniens tentent de saborder les efforts entrepris en vue de relancer le processus de paix par l'administration Trump. Et de citer un exemple, les informations selon lesquelles Tzipi Livni conseillerait Jason Greenblatt, qui est lui-même le proche conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, sont mensongères et tendancieuses. C'est Livni qui a demandé à rencontrer Jason Greenblatt, affirme-t-on, au sein de l'administration Trump. Nous reparlons de la polémique autour du code éthique des universités. Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot de ce matin, revient dans un éditorial sur cette polémique autour du code éthique dans les universités israéliennes. Naftali Bennett savait pertinemment qu'il n'y avait aucune chance pour que le Conseil de l'enseignement supérieur valide ce code. Mais il voulait surtout prouver, lui aussi, qu'il savait lutter contre les élites israéliennes, comme Miri Regev, la ministre israélienne de la Culture, a écrit ce matin Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Et puis, toujours à ce propos, l'un des professeurs d'université a affirmé que si ce code éthique des universités devait être adopté, il prendra soin de le violer systématiquement à chacun de ses cours. Les journaux et les sites d'information se penchent ce matin
sur ce que l'on peut rappeler, ce que nous avons appelé tout à l'heure avec notre ami Michel Thomman, le raz-de-marée macroniste hier au premier tour des élections législatives en France. C'est une victoire sans appel. Macron va avoir la majorité à l'Assemblée nationale, entre 400 et 445 sièges sur 577, et écrit ce matin le Yediot Aharonot. Des fêtes cuisantes pour les socialistes qui passent de 315 sièges à environ 20 à 35 sièges. Tandis que les Républicains devraient obtenir environ 115 sièges. Donc c'est un titre que l'on retrouve dans le Yediot Aharonot essentiellement, mais on peut dire que l'ensemble des médias israéliens répercutent donc cette victoire de la République en marche ce matin, dans les médias et les sites d'information israéliens. Le Yediot Aharonot annonce que la justice a condamné hier l'un de ses plus célèbres journalistes, Yigal Serna, à verser 100 000 shekels à Binyamin et Sarah Netanyahou pour diffamation. Serna avait en effet prétendu sur sa page Facebook que Sarah Netanyahou avait exigé de faire sortir son mari de la limousine officielle sur l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem après une dispute apparemment que le couple aurait eue. Les Netanyahou avait accusé donc le journaliste de diffamation et la justice israélienne leur a donné raison. Serna n'a apporté aucune preuve de ces affirmations et le juge a affirmé que le post du journaliste sur Facebook était méprisant et écrit dans le but unique de salir le couple Netanyahou et de prouver que M. Netanyahou était un homme faible sous l'emprise de son épouse. Fin de citation. Le journaliste entend faire appel devant la cour de district donc, de Tel Aviv. L'affaire commence à faire du bruit dans Tsahal. Mani Eitan, un commandant de peloton dans les forces de réserve de l'armée israélienne, a décidé il y a quelques semaines de ne pas réveiller ses soldats en pleine nuit pour l'exercice qui devait conclure cette période de réserve. Motif, il craignait qu'immédiatement après cet exercice nocturne, ces soldats terminent leur service et prennent le volant fatigués et puis épuisés, ce qui aurait risqué de provoquer des accidents de la route. Il faut préciser que la sœur de l'officier a été tué récemment dans un accident de la route. Alors, après avoir laissé ses soldats dormir, au lieu de participer à l'exercice, le commandant donc a été limogé purement et simplement de son unité. Les journaux israéliens mentionnent cette affaire et expliquent qu'il est de notoriété publique que les réservistes prennent le volant tout de suite après la fin des exercices nocturnes et en agissant de la sorte, ils se mettent en danger d'autres automobilistes en conduisant. Et puis le Yediot Aharonot indique toujours dans un cadre militaire qu'un soldat de l'unité d'élite Maglan a été exclu de cette unité combattante prestigieuse parce qu'il a fui le 1er juin dernier une terroriste palestinienne qui tentait de le poignarder après avoir poignardé sérieusement blessé l'un de ses camarades de la même unité. Ce sont les caméras de sécurité qui ont filmé le comportement, on va dire, peu courageux du soldat qui a été évincé. Il faut tout de même préciser que ce soldat n'était pas armé au moment des faits. Le Yediot Aharonot nous ramène ce matin à l'affaire du Mevi Marmara, le bateau turc arraisonné fin mai 2010 par les commandos marins israéliens après avoir voulu forcer le blocus de Gaza. 9 militants turcs anti-israéliens qui avaient été tués au cours de cet arraisonnement qui avait provoqué, on le sait, une très grave crise entre Israël et la Turquie. On se souvient également que pour mettre fin à cette crise, il y a un peu plus d'un an, Israël avait versé à la Turquie 20 millions de dollars destinés aux familles de ces militants tués lors de l'arraisonnement. Il s'avère que la Turquie n'a pas versé cette somme aux familles des militants et c'est donc ces familles qui ont déposé un recours devant la justice turque contre le gouvernement turc, recours dans lequel elles réclament leur dû. Les autorités, elles, cependant, affirment en réponse que les militants auraient dû tenir compte du fait que leur attitude puisse être perçue comme une provocation par les Israéliens. Une réponse assez surprenante de la part des autorités turques. Et puis un mot de culture, le Israël Hayom annonce que l'autorité palestinienne a décidé, comme d'autres pays arabes, de ne pas diffuser dans ses cinémas le célèbre film Wonder Woman, un film à succès, et ce pour une raison un peu particulière. Vous le savez, l'héroïne de ce film est l'israélienne Gal Gadot, le coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et Samarie dont nous avons parlé. Le général Yoav Mordechai a réagi avec un peu d'humour à cette information. Apparemment, l'autorité palestinienne a peur de Wonder Woman.
Et puis, tous les suppléments sportifs de ce matin parlent de la très médiocre prestation de la sélection israélienne de football hier à Haïfa, une sélection israélienne qui s'est fait humilier sur son terrain 3-0 par l'Albanie. L'Albanie qui a battu donc Israël 3-0. Cela paraît tout à fait exceptionnel et stupéfiant. Donc, il s'agissait d'un match dans le cadre des éliminatoires du Mondial. C'est honteux, titrent les journaux ce matin qui relatent les sifflets qui ont accompagné la fin de ce match. L'Albanie, vous le savez, est une grande puissance du football européen qui met à terre l'État d'Israël. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons passer une page musicale et peut-être retrouver directement notre ami Gilles Saada pour parler des communautés francophones et de leur impact en Israël.